Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle conversation santé que nous avons tous les dimanches sur Have Maha. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux, soit à nous rejoindre en direct, soit à regarder les replays. Je tiens à vous en remercier. Et vous êtes également de plus en plus nombreuses et nombreux à envoyer des questions. Donc vraiment, merci beaucoup pour cela. Cette semaine, on va discuter avec Jordania Lugeri. Elle est herboriste, certifiée et diplômée. Elle exerce à Bruxelles. Elle va nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi. Pourquoi Bruxelles? Et surtout, c'est mon herboriste en fait. Voilà. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà lorsque vous suivez mes posts. Mais à chaque fois que je passe à Bruxelles, je passe la voir et elle me concocte toujours des petits soins par les plantes personnalisés par rapport à ma sarcoïdose, par rapport à ma fibromyalgie et notamment dans les périodes hivernales ou les périodes qui sont normalement les périodes virales. Là, cette année, c'est un petit peu exceptionnel, n'est-ce pas? Elle a toujours les bonnes recettes pour moi. Donc voilà, elle est là. On va l'inviter à nous rejoindre dès à présent. Et bonjour Jordania. Il faut attendre un petit peu que ça se connecte. Voilà, dans quelques secondes. Alors, moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais je ne me vois pas bouger. Mais je ne te vois pas non plus. Ok. Donc, je pense qu'on va recommencer en fait. C'est ça, c'est la magie du direct. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est que on recommence. Et donc, je vais te retirer du live et je te récupère dans quelques secondes, ok? Ok. Ok, à tout de suite. Donc voilà, donc on recommence, c'est le direct, c'est comme ça. On n'a pas toujours la meilleure déconnexion où qu'on soit. Et je vous avouerai que à Bruxelles, ça ne m'étonne pas du tout. Mais bon, c'est un sujet pour une prochaine fois. On va essayer une fois de plus pour voir si Jordania arrive à nous rejoindre depuis Bruxelles. Non, toujours pas? Toujours pas, toujours pas. Ça a l'air de... Est-ce que ton téléphone est bien connecté à la 4G ou au Wi-Fi? Alors, tout est connecté. Je vais... Oui, oui, tout est bien connecté. Hop. Tout est bien connecté. Bien. Tu n'as pas de cache devant ta caméra. Ah, et là, je pense qu'on a aussi perdu le son. Très bien. Troisième fois. C'est reparti pour un tour. Parce qu'on entend très bien, mais par contre, on ne la voit pas. Bien. Donc, petite J'espère qu'on va y arriver. problème technique. Ah, donc je t'entends toujours, on t'entend Ben tous oui. très bien. Par contre, personne ne peut te voir. Bon. Eh ben, oui, j'essaye de voir ce que je peux faire, mais à mon niveau, j'ai pas beaucoup d'options. D'accord. Et bien, ce que je te propose, c'est que tu te déconnectes même carrément d'Instagram Ouais. et que tu te reconnectes. On fait ça. Ok, à tout de suite. Donc voilà, on va attendre encore quelques secondes que Jordania, qui est donc herboriste certifiée et diplômée à Bruxelles, se reconnecte, puisque comme vous l'avez constaté, nous avons des petits soucis techniques, mais bon, nous allons y arriver. Nous avons la foire. Merci à tout le monde pour vos petits conseils sur comment régler cette problématique, c'est très gentil. Et donc, je voulais aussi vous remercier, donc comme je disais, pour toutes les questions que vous avez envoyées. Je sais que c'est un sujet apparemment qui vous a beaucoup parlé, puisque elle est l'invitée qui a reçu le plus de questions dans un laps de temps très court. J'ai posté la story avec la boîte à questions et 15 minutes plus tard, vous aviez déjà envoyé 8 questions.
Donc, comme toujours, ce que j'ai fait, c'est que je les ai regroupés par catégorie, puisqu'il y a beaucoup les mêmes types de questions qui reviennent. Et puis, et j'ai retenu celles qui reviennent le plus souvent. N'oubliez pas que pour tous les talks qu'on fait, tous les directs qu'on fait, les invités sont toujours aussi ravis de pouvoir répondre à des questions plus spécifiques. Si jamais vous voulez les contacter plus tard via votre compte Instagram, enfin sur leur compte Instagram, vraiment n'hésitez pas un seul instant. C'est pour cela c'est pour cela qu'on fait ces directs en fait. Hein. C'est vraiment essayer d'en savoir plus sur leur domaine d'action et notamment sur les domaines d'action qu'ils appliquent eux-mêmes à leur vie au quotidien. Donc voilà, je vais essayer de voir si Jordania est de retour. Pour l'instant, il semblerait que non. Donc on va lui laisser encore un petit moment. Également, durant ce direct, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous les postez en commentaire. Ce soir, on va parler de 3 aspects de l'herboristerie en particulier. Déjà, bon, comme toujours, j'aime beaucoup vos questions. Elles sont toujours très pertinentes et très intéressantes. Et notamment, on va commencer avec une question qui revient beaucoup et qui est qu'est-ce que l'herboristerie finalement? Donc, beaucoup de gens ont demandé, mais est-ce que l'herboristerie, enfin, au-delà des tisanes, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Vous avez aussi posé pas mal de questions pour avoir comment dirais-je, pour avoir des petits trucs et astuces sur comment adapter l'herboristerie au quotidien dans sa vie, comment le faire rentrer dans sa vie petit à petit. Donc, on va parler de ça aussi avec Jordania, si on arrive à avoir une image. On n'a pas, je pense, ça n'a pas l'air de. Ça ne marche pas. Ça Ah ne non, marche pas. Alors, j'ai redémarré le téléphone même. Donc. tu as redémarré le téléphone. Très, très bien. Très, très bien. Bien. Eh bien, je pense qu'on peut le faire. Ah, tu es là. Bienvenue, Bonjour tout le Jordania. Bienvenue. Super. Très bien. Voilà. Donc, comme j'expliquais un petit peu, le sujet d'aujourd'hui, la santé par les plantes, a vraiment beaucoup intéressé. Tu es l'invité qui a reçu le plus de questions dans un laps de temps très court après le moment où j'ai posté la story. Et donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein, parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, est-ce que tu peux commencer par, nous dire qui tu es, comment est-ce que tu en es arrivé à l'herboristerie et voilà, le pouvoir des plantes sur la santé, un petit peu comment tu es arrivé à ça. Alors, je m'appelle Jordania, je suis herboriste professionnelle. Commerçante accessoirement, et je suis arrivée à le travail avec les plantes de manière professionnelle par ma propre santé, puisque j'ai une endométriose qui est une maladie chronique inflammatoire assez douloureuse qui a été diagnostiquée quand j'ai eu 20 ans. Donc c'est ma recherche personnelle d'abord à travers l'alimentation, puis l'hygiène de vie, et puis globalement à partir de ces points-là, j'ai compris que il était possible de faire pas mal de choses pour vivre relativement bien et avec assez peu de médicaments, même avec une maladie chronique, en utilisant les plantes et en travaillant avec l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous dire vite fait ce qu'est l'endométriose pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, l'endométriose, c'est une maladie chronique, comme j'ai dit, inflammatoire, qui va toucher principalement les femmes, puisque c'est une maladie qui est gynécologique. En fait, c'est la paroi de l'utérus, c'est-à-dire l'endomètre, qui, pour une raison qui n'est pas encore vraiment expliquée, se retrouve à l'extérieur de l'utérus et colonise l'ensemble de l'abdomen, on va dire des surfaces extérieures des organes qui sont dans l'abdomen. Ça crée des adhérences, du coup, c'est très douloureux. Ces adhérences réagissent au cycle hormonal comme l'utérus, en fait, comme l'endomètre qui se trouve dans l'utérus. Et donc, ça fait des phases inflammatoires qui sont reliées au cycle, mais derrière, il y a aussi, à long terme, une dégénérescence progressive du système reproductif de par les adhérences qui, petit à petit, détruisent les organes à ce niveau-là. Alors, tout dépend aussi de l'hygiène de vie qu'on a, l'intensité de la maladie,
maladie. Et voilà, tous les petits à côté qu'on peut faire pour réguler la progression de la maladie. Parfois, c'est juste la maladie qui est très très forte. Donc il y a plein de niveaux différents de femmes qui ont l'endométriose avec des degrés, des intensités différentes. Mais globalement, c'est toujours à peu près les mêmes critères, c'est-à-dire des douleurs assez fortes et une difficulté de conception et souvent assez peu d'accompagnement aussi médical, en tout cas pour l'hygiène de vie, l'alimentation. Voilà. Comme dans beaucoup de pathologies chroniques, malheureusement. Et donc, Voilà. des douleurs très fortes au moment des menstruations, au moment des règles. Non, Ou pas est-ce que c'est forcément. aussi au quotidien? C'est ça, ça dépend vraiment de l'intensité justement de la pathologie, de la localisation de certaines Mhm, des adhérences. mhm. Principalement durant les règles, c'est un des symptômes vraiment les plus récurrents, mais on va avoir aussi des douleurs à la miction, c'est-à-dire quand on va uriner, quand on va aussi à selle, quand on a des rapports sexuels, quand on éternue, quand on... Quand on Ah oui, éternue. non, quand on éternue. Alors, je peux vous dire que l'éternuement pour une femme qui a l'endométriose, ça peut être une autre histoire que pour une personne lambda. Et C'est ça, c'est ça. voilà, Tu peux faire une pause et y réfléchir. Est-ce que vraiment tu vas éternuer là ou tout en à fait fait. non, ça va faire trop mal. C'est un vrai Waouh, sujet, ok, c'est un vrai sujet. Et ok, alors, bien sûr, ok. le côté n'est pas plus agréable, c'est pendant les rapports sexuels aussi, où on peut avoir pas mal de douleurs, puisque c'est toujours la zone pelvienne en fait qui perd en élasticité, en mobilité, et donc Hmm. toute contraction, toute crampe va, d'autant plus si elle se situe dans cette zone-là, va être irradiée de manière beaucoup plus intense que chez une autre personne. Voilà, D'accord. Merci pour ces explications. Et donc, avec tu plaisir. disais, tu as été diagnostiquée. On va se tutoyer, hein, on se connaît. Tu es mon herboriste, tu me Bah conseilles, on oui. va se tutoyer. Tu disais, donc, tu as été diagnostiquée quand tu avais 20 ans. Et suite Voilà. à ce diagnostic, tu as changé ton mode de vie, ton alimentation, et tu as commencé un petit peu à t'intéresser aux plantes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à la suite d'un régime qui excluait totalement le sucre, je me suis rendu compte que j'avais plus de crise. J'ai dit bon bah qu'est-ce qui se Hmm. passe. J'ai commencé à chercher un petit peu. À ce moment-là, bon malheureusement, il y avait une rupture de confiance entre. J'avais eu une rupture de confiance avec le monde médical de par l'approche qui avait été assez brutale. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à chercher de moi-même en me rendant compte qu'il y avait une amélioration assez radicale en fait. Et donc de fil en aiguille, l'alimentation, l'hygiène de vie et effectivement les plantes anti-inflammatoires et tout ce qui va entourer du coup le process inflammatoire, voilà. Donc et bien sûr en D'accord. amont aussi puisque c'est une pathologie. Alors l'endométriose, c'est vrai que je dis toujours bon dans mon grand malheur j'ai eu l'avantage c'est que c'est une pathologie qui est extrêmement éducative parce qu'en fait elle traite des perturbateurs endocriniens, elle traite de l'inflammation chronique, elle traite d'une certaine sensibilité allergique, d'un déséquilibre du système immunitaire. Donc en fait, on va très largement. Non, c'est là, c'est vaste. Ouais, voilà. Donc C'est ça ça, nous c'est ça. oblige à quelque part à traiter vraiment des sujets très larges. Et donc ça m'a préparé à l'herboristerie qui est une approche holistique. C'est ça. C'est une approche globale. Et bien Totalement. justement, on va rentrer tout de suite dans les questions parce que j'ai beaucoup de questions pour toi. L'une des questions qui revient le plus, c'est qu'est-ce que l'herboristerie? Et je vais la coupler avec une autre question qui est beaucoup revenue. Est-ce que l'herboristerie, c'est boire des tisanes? Voilà. Donc, qu'est-ce que Voilà. l'herboristerie exactement? Est-ce que ça va au-delà de juste boire des tisanes? C'est vrai que moi, je mets beaucoup les tisanes de chez Bocaille, de ton herboristerie à Bruxelles, donc Bocaille, en avant sur mon compte parce que en ayant discuté, tu as pris le temps vraiment de comprendre la sarcoïdose, de comprendre quels étaient mes problèmes, de comprendre quelles étaient mes attentes. Et donc, suite à ça, effectivement, pour moi, c'est là ce qui était important, c'était d'avoir des poumons qui restaient clairs et donc d'expectorer. Et tu m'as donné plusieurs solutions sur voilà l'entretien quand l'hiver arrive, mais aussi après quand je tombe malade, mais ça c'est encore tout un autre sujet. Et c'est vrai que tu m'as fait une tisane spécifique à moi et que cette tisane, je la bois tout l'hiver et que je l'adore. Elle a un super goût et en plus de ça, elle fait le travail de m'aider à éliminer les déchets de mes poumons. Mais donc du coup, je pense que peut-être, comme je parle beaucoup de ça,
les gens pensent que l'herboristerie, c'est de la tisanerie quelque part. Donc, est-ce que tu peux nous dire C'est ça. ce qu'est l'herboristerie? Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse confusion et enfin c'est pas tant une confusion qu'une, on va dire, c'est ce que les gens visualisent le mieux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis Mm. dans le mot herboristerie, il y a le mot herbe et donc tout de suite on Mm. pense une plante entière en sachet. Effectivement, l'herboristerie va beaucoup plus loin que ça. En fait, l'herboriste déjà. Le métier d'herboriste, c'est être spécialiste de la plante médicinale. Alors, on n'est pas botaniste, on n'est pas biochimiste non plus, c'est des métiers différents. Mais nous, notre spécialité, on va dire, on est des généralistes de la plante médicinale. Et on peut être herboriste agriculteur, herboriste thérapeute, herboriste producteur transformateur, herboriste commerçant. Donc il y a vraiment, on peut décliner cette connaissance sur différents métiers. Donc déjà c'est le spécialiste Mhm. de la plante médicinale, l'herboriste. Et alors l'herboristerie, bah forcément du coup c'est la plante médicinale sous toutes ses formes, de la forme brute qui est celle qu'on connaît tous à partir des tisanes, à la forme transformée, la plus transformée étant par exemple les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles c'est vraiment, ça fait partie de l'herboristerie, mais c'est une forme qui est extrêmement concentrée, qui est à la limite du médicament. Puisque comme on le sait, la plupart des médicaments sont à la base faits sur observation des molécules naturelles. Donc voilà, on va C'est vraiment avoir ça. un... Et ça, je pense que vraiment, c'est important d'insister. L'industrie pharmaceutique chimique s'inspire de la nature. Et il Voilà, n'y a pas d'invention particulière. Si on prend c'est ça. ce que font les plantes, c'est juste qu'on leur applique un process chimique. Voilà, c'est ça. Et donc, alors bien sûr, la médecine et les médicaments chimiques ont leur rôle à un certain Bien sûr, moment, bien bien sûr. précis. Mais effectivement, les plantes ont des effets thérapeutiques. Alors, il y a aujourd'hui le terme thérapeutique en lui-même est très délicat à utiliser parce que il faut qu'il soit dans une certaine mesure agréé Mm. par certaines conditions. Donc malheureusement, on voit Les certaines allégations santé. voilà, tout à fait. Donc on a aussi quelque part une organisation administrative qui contribue à la confusion déjà en cours, puisque par exemple, on va voir que certaines entreprises pharmaceutiques peuvent parler de médicaments à base de plantes, et pourtant ce n'est que de la poudre de plantes, mais comme ce sont des firmes pharmaceutiques, elles ont le droit d'utiliser le terme médicament, et à l'inverse, un producteur herboriste qui serait totalement compétent, qui aura un produit équivalent, voire supérieur à ce médicament à base de plantes, mais qui ne serait pas une entreprise pharmaceutique, n'aura pas le droit d'utiliser ce terme. Donc il y a beaucoup de disparités sur ce marché qui rendent la chose confuse. Mais donc l'herboristerie, c'est toutes les plantes médicinales sous toutes leurs formes. Voilà. Pas plus, j'allais dire pas plus compliqué que ça, mais du coup ça complique peut-être un peu plus la chose. Alors pour donner des exemples très concrets, c'est quand vous avez des gélules d'extrait, par exemple d'extrait de curcuma, eh ben c'est de l'herboristerie. Quand vous avez une huile essentielle d'eucalyptus, c'est de l'herboristerie. Quand vous avez des ampoules qui contiennent des extraits liquides de plantes, c'est de l'herboristerie aussi. Voilà, donc D'accord. très large. Donc l'herboristerie, c'est très large. C'est toute plante, quelle que soit la forme, que ce soit en poudre, en tisane, liquide. Donc c'est beaucoup les compléments alimentaires finalement aussi, l'herboristerie, on va dire Totalement. par exemple. Ok, Totalement. Alors voilà, ce d'accord, qu'on très appelle bien. complément alimentaire, effectivement, ça reprend aussi toutes les poudres, enfin toutes les gélules à base de plantes. Et effectivement, souvent, on a l'impression que c'est que des multivitaminés. Non, c'est beaucoup plus large. D'accord. Bon, parce que justement, on a une question qui revient beaucoup, qui est voilà, comment est-ce que on intègre de la santé par les plantes dans son quotidien? Par quoi on commence? Et donc finalement, ce que tu as l'air de dire, c'est que pour beaucoup de gens, c'est déjà peut-être le cas. C'est-à-dire, je réfléchis aux gens qui font des cures une fois par an pour Oui, désintoxiquer leur foie, les gens qui prennent voilà des compléments alimentaires spécifiques. Finalement, mais bon, peut-être tu peux nous dire par quoi on peut commencer si vraiment jamais on a pris de plantes pour se soigner, quoi. hmm. Le plus simple, c'est effectivement la tisane, ne serait-ce que parce qu'on a quasiment tous déjà consommé une tisane. Je vais donner un exemple très simple. Quand vous buvez du café, vous buvez une tisane. Voilà.
Une tisane, c'est une infusion. Ah, j'adore! Ah, bah oui, attention, on est partout, on est partout. Donc, donc c'est Ah, c'est vraiment, super. Maintenant, quand je vais boire mon troisième café de la journée, je vais être, non, mais c'est une tisane. C'est une tisane à c'est base une tisane. de grains de Oui, café. oui, 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 oui. Et oui, toute infusion, en fait, toute infusion, donc, ou macération dans de l'eau chaude ou pas, est, en fait, considérée comme, alors, en fait, en réalité, le mot tisane représente justement les plantes qu'on infuse et qui ne sont pas du thé ou du café. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est des infusions, d'accord, de plantes dont on extrait les arômes, les principes actifs et qui vont avoir un effet sur notre organisme. Bon, on a tous déjà vu une petite verveine, une petite camomille avant d'aller dormir. Oh, même ne serait-ce qu'en allant au restaurant, un petit thé à la menthe en sortant du repas. Donc tout ça sont des choses qui quelque part traditionnellement sont inscrites un petit peu dans notre quotidien, mais qui ont des vertus. On prend un café le matin parce qu'il y a de la caféine dedans et qu'on veut stimuler son énergie, et on va prendre une petite verveine le soir parce qu'il y a des molécules calmantes qui vont nous aider à nous apaiser et nous rapprocher tout doucement de l'heure du sommeil. Voilà. Donc Ouais, on se fait une l'infusion, tisane de thym quand on est un peu malade. voilà, exactement. De cannelle, de gingembre, chacun a sa petite recette de famille en général. Et donc on le fait déjà. Donc effectivement, si on a envie d'aborder vraiment tout doucement l'herboristerie, bah, c'est la forme la plus commune, la plus courante, c'est l'infusion, effectivement. Voilà. D'accord, d'accord, super. Eh bien, justement, est-ce que tu peux nous donner, alors une fois de plus, je le dis à chaque fois, hein, à chaque fois qu'on va avoir des professionnels sur les échanges et les talks du dimanche, ce sont des gens qui sont professionnels, mais qui aussi appliquent au quotidien ce qu'ils prêchent, j'ai envie de dire, et en aucun cas ça ne constitue une consultation. C'est-à-dire que peut-être ce que Jordania, on n'a peut-être pas assez souligné, Ouais, c'est que voilà, toi tu prends vraiment beaucoup le temps de conseiller, le temps d'écouter, le temps de savoir quels sont les c'est ça. attendus. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à demander des conseils pour quelle plante à utiliser pour la digestion, pour les courbatures et avec ce qui se passe en ce moment pour l'anxiété, pour retrouver un peu le moral. Donc Jordana, je te pose ces questions-là, mais vraiment, Mm. j'insiste, il faut prendre le temps d'aller se renseigner auprès. Alors en France, les herboristeries pures, il n'y en a pas. Mais il y a encore des pharmacies qui font herboristerie, donc Ouais. n'hésitez pas à y aller et à demander conseil. Et toutes les personnes qui sont en Belgique et notamment à Bruxelles, bien entendu, je vous encourage à aller visiter Jordania, qui est sur la place, à côté de la place Jourdan, Ouais, à tout à Bruxelles, pour fait. avoir des conseils. Mais est-ce Ouais. que tu peux nous donner, voilà, des plantes pour les courbatures, pour les gens qui, parce qu'il y a c'est une période en ce moment où beaucoup de gens font du sport, hein, il y a beaucoup de sportifs Concerné, qui se sont découverts. c'est ça. Donc les courbatures, quand on reprend le sport, quelque chose pour la digestion, et puis j'ai beaucoup de quelles plantes pour un petit peu gérer l'anxiété, quoi, retrouver un peu le Mm. moral. Ouais. Qu'est-ce que Ok. tu pourrais nous conseiller? Alors, je vais justement donner des plantes qui sont assez faciles à utiliser et qui ont peu d'interactions. Comme a dit Maha, ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas. Donc, il faudra idéalement poser la question à la personne que vous allez, à qui vous allez acheter ces choses, ces plantes-là. Euh, Donc ici, bon, par exemple pour les courbatures, de façon générale, on va plutôt travailler avec des huiles végétales pour les personnes les plus fragiles, éventuellement des huiles essentielles pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé particulier. Et on va travailler avec, par exemple, la Gaultérie couchée à petite dose, mais qui a des effets anti-inflammatoires et Je articulaires et confirme. musculaires. Voilà, tout à fait. Assez intéressant. Et on va l'associer avec une huile d'arnica. Alors, pour les personnes qui ne pourraient pas utiliser les huiles essentielles, en général, ce sont les enfants,
hein, premièrement, les enfants. Mhm. Les personnes qui ont des pathologies chroniques, de façon générale, ne devraient pas utiliser les huiles essentielles et n'importe quel complément à base de plantes sans vérifier s'il n'y a pas d'interaction, soit avec leurs conditions, soit avec les traitements qui sont en cours, de toute façon. Donc ça sont des raisons, on va dire des freins, où il faut passer d'abord par soit son médecin, soit passer par un herboriste qui sera capable de connaître les molécules et de considérer qu'il y a des interactions ou pas. Mais de toute façon, le médecin reste celui qui va normalement maîtriser le médicament et pouvoir donner son avis. Donc en dehors de toutes ces personnes-là, une huile végétale d'arnica en massage, associée éventuellement à une huile essentielle de Gualteri. Ça, c'est pour les courbatures de manière assez simple. On dilue toujours les huiles essentielles dans une base d'huile végétale. Une huile essentielle n'est pas une huile végétale, ça peut brûler, ça peut irriter très très fort jusqu'au 3e degré. On ne met pas ça dans les yeux, on ne touche pas les animaux après avoir appliqué ça sur ses mains. Donc voilà, vraiment avec une certaine rigueur dans l'utilisation. Je réfléchis s'il y a autre chose. Oui, alors, on le sait pas forcément, mais la valériane et la passiflore sont intéressants comme décontractants musculaires. Ah ouais, et donc ils ont des effets aussi intéressants calmants nerveux. Donc par exemple, les personnes qui peuvent avoir tendance à être très tendues la nuit ou à avoir des troubles tendinites, enfin des troubles chroniques articulaires qui peuvent gêner de toute façon toute la journée et encore plus la nuit, on le sait bien. Eh ben, ce sont des plantes qui peuvent être consommées avant d'aller dormir. Ça peut aider vraiment à maintenir une relaxation musculaire en cours de nuit et donc à maintenir un sommeil réparateur. Donc voilà. Ah, c'est intéressant. Je note. Valériane et passiflore. Il va falloir que tu me prépares ça pour ma prochaine visite. Alors la valériane en plante, c'est costaud l'odeur. Hein. Là, je vous invite à aller renifler quand même parce que ce serait une expérience dans votre vie. Et si vous avez un chat, voilà. Si vous avez un chat, pareil, faites attention. Ou alors ça peut être marrant, mais ils adorent ça, quoi. Donc, mais c'est sans danger pour eux. Donc voilà. Alors pour ouais. Oui, non, vas-y. Ok. Pour la digestion. Voilà. Donc pour les courbatures. Donc ouais. Parfait. Merci. Ouais. Alors pour la digestion, de nouveau dans les plantes très simples avec assez peu d'interaction. On retrouve d'ailleurs ces plantes dans tout ce qui est anxiété, donc ça va répondre un petit peu déjà à l'anxiété. La camomille, qu'elle soit la camomille romaine, alors la camomille romaine c'est la grosse blanche. Et puis la camomille matricaire, c'est la petite jaune. Donc les deux camomilles, ça marche. Ce sont des anxiolytiques, mais ce sont aussi des antispasmodiques qui vont avoir un effet digestif intéressant. On va aussi lutter contre tout ce qui est acidité gastrique excessive. Alors digestion c'est large, hein. Normalement digestion, on est vraiment sur les problèmes au niveau de l'estomac, donc généralement c'est les problèmes qui suivent directement le repas, qui troublent de ballonnement oui, ou de d'éructation, des digestions lourdes, donc on met 3 heures à digérer, ça passe pas. On va aussi avoir le gingembre du coup là-dessus qui fonctionne très très bien et qui a assez peu d'effets secondaires, sauf si vous avez des ulcères. Voilà, ça ce sont vraiment les plantes très faciles d'accès et qui sont vraiment avec très peu d'effets secondaires ou de contre-indications. On peut parler du curcuma. Hein. Le curcuma est connu aussi pour son effet sur la digestion, mais il a quand même des contre-indications, notamment si vous avez des calculs biliaires. Il faut éviter de prendre le curcuma puisqu'il va augmenter la production de bile et donc il risque de pousser les calculs vers la sortie et de créer une inflammation, voire une infection, une septicémie et voilà. D'accord. Ok. Donc attention à ça. Ouais. Très bien. Je pourrais faire une liste encore de 35 plantes. Oui, donc non, mais voilà, juste vraiment rapide, quoi. Très rapide. Voilà. Et alors l'anxiété, j'ai déjà un petit peu évoqué les plantes dont j'ai parlé, verveine, camomille, sont des classiques. On va donner ça à des personnes qui ont un petit moment d'anxiété, qui sont des personnes qui ont un système nerveux relativement stable à la base, et pour qui tout va bien, et simplement ils sont un petit peu fatigués, ils sont un petit peu anxieux, ils ont du mal pour l'instant, mais c'est très momentané. Ça va aider. On va bien sûr ajouter à ce moment-là tout ce qui est passiflore, valériane, qui sont aussi relativement bien tolérés par une majorité de personnes. On peut aller un degré au-dessus. Ce sont des plantes qui vont avoir un effet, on va dire, à l'instant T,
en relativisant l'instant, c'est-à-dire dans les 24 heures, 48 heures, voilà, on boit une tisane ou on prend un complément à base de valériane ou blond, on va avoir un effet sédatif assez rapide dans les heures qui suivent. Mais si on veut travailler vraiment en profondeur dans le système nerveux, et là on va plutôt penser aux personnes qui sont vraiment des stressés chroniques, des angoissés chroniques, peu importe la raison, on va travailler vraiment avec ce qu'on appelle les adaptogènes. En général, on va en travailler avec un ou deux, pas plus. Et là, on parle des fameux ginseng. Souvent, on donne ce mot ginseng parce que c'est le plus connu des adaptogènes, mais c'est une erreur. Là. Le ginseng, c'est une plante et il y a plein d'autres plantes qui ont des effets similaires qu'on va appeler adaptogènes. Et à ce niveau-là, il faudra vraiment avoir une discussion avec un thérapeute qualifié, un herboriste qualifié, ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît pour vous orienter vers le meilleur adaptogène. Hein. Tous n'ont pas les mêmes effets, certains sont toniques, certains sont calmants. Donc il va falloir prendre le temps d'expliquer la situation et normalement vous serez orienté vers ce qui vous convient le mieux. Attention aussi, ce sont des plantes qui, par leur intensité d'action, vont avoir beaucoup plus d'interactions de manière générale. Donc le ginseng est déconseillé pour pas mal de personnes qui ont de l'hypertension, par exemple, ou qui prennent des anticoagulants. Hein, ça a des interactions directes avec la warfarine, par exemple, hein, qui est une molécule anticoagulante. C'est ça, parce que les plantes ont un vrai pouvoir. C'est pas anodin de consommer des plantes. Oui, c'est naturel, mais elles ont un véritable effet. Et donc, quand on a une pathologie chronique et qu'on prend des médicaments au long cours, et d'ailleurs, on a des questions là-dessus, vraiment, il faut vraiment être sûr que les plantes vont pas avoir une interaction soit toxique, soit une interaction qui va même contrecarrer l'action du médicament qu'on prend, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est important, oui, parce que j'ai parfois des gens, c'est assez drôle, ils rentrent dans mon magasin, alors ils achètent quelque chose, je passe le temps à faire un conseil assez précis, je leur pose des questions, qu'est-ce que vous prenez, est-ce que vous êtes allergique à ceci, cela, et puis, en partant, ils me disent, bon, de toute façon, en Belgique, on a une expression qui dit ça peut mal. Alors, ça peut mal, en belge, ça veut dire ça peut pas faire de mal. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour le personnage. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il faut expliquer à nos amis français, comme on dit. Donc, dire à nous. Donc, on me dit ça. Et là, c'est vrai que moi, je suis toujours un petit peu voilà, je reste toujours un petit peu stupéfaite de ce genre de logique parce que je leur explique, j'ai dit mais si vous considérez que ça aura un effet positif, vous devez anticiper l'effet négatif. Il y en a forcément un. Donc il y a un risque toujours de surdosage. Il y a toujours un risque d'allergie. Hein. On peut être allergique à une pomme, voilà. Et puis c'est pareil, si vous mangez 10 kilos de pommes, bah l'effet secondaire, ce sera une diarrhée, ce sera pas la fin du monde, mais c'est quand même un effet secondaire. Donc on peut pas dire que parce que on n'en meurt pas dans les 3 secondes, il n'y a pas d'effet secondaire. Ou voilà, ça c'est vraiment des simplifications qu'il faut éviter. Et effectivement, il y a énormément d'interactions entre les plantes et les médicaments. Et une chose aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est dans une époque où les gens, on va de plus en plus vivre avec des maladies chroniques. Voilà, on a une population qui développe de plus en plus de maladies chroniques très tôt, très jeune, et donc qui passe un certain nombre d'années sous médication relativement lourde. Hein. Et donc, en fait, on va avoir toute une population qui doit vraiment se dire, attention, interaction, plante, et mon traitement, quoi. Ça, c'est vraiment très important. Et là, je lance un appel en tant qu'herboriste. On a besoin aussi de médecins qui acceptent de se former pour être notre pendant quelque part sur le plan médical, parce que nous, on n'a pas les moyens et on ne peut pas et on ne doit pas ni poser de diagnostic, ni pratiquer certains examens. Et donc, par définition, à un moment donné, c'est la place du médecin de maîtriser la molécule qu'il prescrit et de pouvoir conforter son patient dans le choix et l'approche qu'il va avoir sur le plan holistique thérapeutique. Donc ça, c'est très important de créer un dialogue et justement de pas être dans une logique que c'est l'un et l'autre et ça ne se parle pas. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je me permets de te couper puisque déjà je lui ai dit coucou à Sarah, merci de nous rejoindre pour ce live. Coucou, Sarah. Et nous avons une question aussi de Rari Darch
qui est aussi une question qu'on a reçue d'autres personnes, c'est comment est-ce que voilà, elle prend des corticoïdes et elle souhaite s'en affranchir pour soigner son rhume des foins. Est-ce que pour ça, et elle a fait des recherches sur le web, mais elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a trouvé. Donc est-ce que tu peux donner, une fois de plus, ce n'est pas une consultation, mais est-ce que tu peux donner 2-3 pistes pour une personne, donc on va dire Rari Darch, qui n'a pas d'autre problème que de prendre des corticoïdes au moment du rhume des foins. C'est ça. Donc en général, dans ces cas-là, on est dans une prise ponctuelle, c'est-à-dire, sauf si la personne a une allergie extrêmement grave qui nécessite une prise continue ou un traitement extrêmement puissant. Mais ça, en général, on parle plus de rhume des foins en général. Quand on est dans ces cas saisonnier où on prend son Zyrtec, je sais pas si en France c'est les termes, c'est les mêmes marques, voilà, c'est ça, tout simplement. Alors il y a plein d'alternatives. De façon générale, on va conseiller de ne pas cumuler les deux. C'est pas très pertinent et quand bien même quand il n'y a pas d'interaction directe, eh ben ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir si le traitement naturel fonctionne. Si on prend le traitement chimique en même temps, c'est difficile de se faire une opinion précise. C'est pas de la magie, c'est pas des miracles, c'est aussi de la science et de la biochimie. Donc il faut libérer un petit peu le corps quand même, si c'est faisable bien sûr, des traitements antihistaminiques pour pouvoir tester éventuellement une option naturelle. Alors l'option naturelle, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on prépare le corps, on prépare le système immunitaire à la période d'allergie, et donc on va s'y prendre parfois en janvier, février, et pas au moment où. Donc on ne réagit pas, on prépare le terrain. On est dans la prévention énormément. Ce qui peut permettre à des personnes justement de combiner les traitements antihistaminiques et les traitements naturels, puisque en allant en prévention, on ne prend pas son traitement antihistaminique en janvier en général. Donc de toute façon, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. On va préparer le corps et simplement, il y a des plantes qui ont des effets régulateurs, pour faire très simple. On ne va pas rentrer dans quelle molécule fait quoi, mais qui ont des effets régulateurs au niveau du système immunitaire et donc qui vont justement pouvoir réguler un petit peu la réponse, la réaction à l'histamine, ce genre de choses. On parle du cassis en gémothérapie, si on doit en donner un qui est vraiment celui auquel on pense. La propolis aussi est reconnue à ce niveau-là pour avoir des effets assez intéressants. La propolis, c'est un extrait d'abeille, de miel. Ah non. La propolis, en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement un produit de la ruche. Donc, ce sont les abeilles qui fabriquent la propolis, mais en fait, elles les fabriquent à partir de la résine des arbres avec un mélange de leur salive, donc des enzymes, et donc elles vont tapisser l'entrée de la ruche avec cette cire spécifique qui a des propriétés extrêmement puissante au niveau antibactérien, antifongique. Donc en fait, moi j'appelle ça le paillasson des abeilles parce qu'elles le mettent de façon stratégique à l'entrée des ruches pour que toutes les abeilles, quand elles rentrent, marchent dessus et quelque part se désinfectent les pattes pour ne pas infecter l'intérieur de la ruche. Voilà. Et donc ça c'est la propolis. Ça c'est la propolis. Et elle a des effets antioxydants et régulateurs et stimulant immunitaire et en même temps régulateur. Donc, on l'utilise souvent aussi pour réguler les allergies. Alors, tout ça, ça doit être des choses. Par exemple, la propolis, si on est allergique aux produits de la ruche, il y a des chances pour qu'on soit allergique à la propolis. Donc, attention, encore une fois, tout ça, il faut aller en parler avec son herboriste, son pharmacien herboriste. Pas y aller comme ça. Alors, d'autres plantes qui ont des effets intéressants au niveau des allergies, eh bien, on a la camomille. Tout ce qui est camomille va être intéressant pour les réactions allergiques de façon générale. Ça a des propriétés anti-inflammatoires et régulatrices aussi du système immunitaire, toujours dans une certaine mesure. Encore une fois, si vous êtes en train de faire un œdème de quick, vous allez à l'hôpital, vous prenez pas de camomille, vous faites pas, on est d'accord. Donc voilà. Oui, c'est ça. Si c'est un œdème de couac, en fait, il faut prendre la seringue là et il faut aller direct aux urgences. Voilà. Il faut pas se prendre le temps de faire cette tisane. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de prévention et comme j'explique souvent à mes clients, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le dire, c'est que les plantes, ce qu'on appelle la médecine intégrative, donc l'association des plantes et des médicaments chimiques. Les plantes, on les utilise et l'hygiène de vie, on fait attention et on utilise les plantes au quotidien pour que le jour où on doit prendre un médicament,
il fonctionne et qu'on n'ait pas besoin de prendre 3 fois la dose parce qu'en fait, on carbure en prévention au paracétamol ou qu'on se prend un Nurofen dès qu'on a mal au petit orteil. Voilà. Donc, c'est aussi ça, c'est que quelque part, on prépare son corps à la période d'allergie et si un jour, eh ben, ça va pas parce qu'il y a le boulot d'à côté de la rue là qui a explosé le matin, on prend son antihistaminique et peut-être que le lendemain, on n'en aura pas besoin parce que le gros de la crise sera passé et qu'on pourra revenir à quelque chose de plus léger. Donc, bon, on va dire que de toute façon, l'herboristerie nécessite une certaine autonomie de l'utilisateur. Hein. On est d'accord qu'il faut une certaine responsabilité et une connaissance de sa propre pathologie ou de sa propre condition. Voilà, donc ça oblige aussi quelque part à s'éduquer sur son état physique et sa pathologie éventuelle. Voilà. Ok, très bien, je note. Super, j'espère que Raridarch, ça a répondu à ta question. Et effectivement, par rapport à s'affranchir des corticoïdes dans mon cas, bon, c'était pas pour le rhume des foins, hein, moi c'était vraiment pour la sarcoïdose, donc qui est une pathologie auto-immune pulmonaire rare. C'est vrai que toi, tu m'avais conseillé en gémothérapie. Donc, est-ce que tu peux nous dire vite fait qu'est-ce que la gémothérapie? Mais en tout cas, tu m'avais prescrit de la gémothérapie de cassis et ça avait fonctionné comme un charme. Est-ce que tu peux nous expliquer la gémothérapie, ce que c'est un petit peu? Alors la gémothérapie, c'est une approche qui va être basée sur les bourgeons. Donc en fait, les bourgeons dans une plante peuvent donner différentes parties de plante. Un bourgeon peut donner une feuille, une racine, une tige, un fruit et une fleur forcément. À l'inverse d'ailleurs, une fleur puis un fruit. Donc en fait, dans le bourgeon, on retrouve les cellules souches pour faire on les appelle pas comme ça, enfin c'est un peu l'idée. On retrouve les cellules souches de la plante, donc tout son ADN est concentré là-dedans. Et donc la gémothérapie, c'est une technique d'ailleurs qui a été développée en Belgique et donc qui est vraiment très ancrée ici et qui est connue un tout petit peu moins dans d'autres pays, mais qui commence à avoir ses lettres quand même de noblesse, on va dire. Donc la gémothérapie, c'est une macération du bourgeon dans de l'eau, ensuite dans de l'alcool pendant un certain nombre de semaines et encore ensuite dans de la glycérine pendant un certain nombre de semaines. Donc on va avoir une triple extraction qui va permettre d'extraire différents niveaux de molécules solubles dans l'eau, dans la glycérine, dans l'alcool. Toutes ne sont pas solubles dans les mêmes substances, dans les mêmes solvants. Et donc on va avoir un produit qui est très complet de par sa nature à la base de bourgeon et en plus par la triple extraction. Ceux qui connaissent les teintures mères, la gémothérapie, en fait, on prend 15 gouttes, les teintures mères, on en prend 90, jusqu'à 90 en fonction des marques. Donc, on a quand même une concentration aussi qui est un peu plus intéressante que la moyenne. Alors, en France, on utilise beaucoup la gémothérapie diluée. Donc, c'est ce qu'on va appeler les macérats glycérinés. Et on va parler de dilution. Alors comme je suis pas en France, j'ai pas vraiment en tête, mais je crois que c'est D1, D2, D3, un petit peu comme l'homéopathie. Je ne sais pas, moi tu sais, mon herboriste elle est en Belgique, donc voilà. Nous en Belgique, c'est un petit peu aussi parce que la technique vient de Belgique et donc on travaille avec ce qu'on appelle les macérats mères, donc des macérats qui sont vraiment assez concentrés et qu'on ne va pas rediluer par la suite comme ça peut se faire en France. Donc ça c'est une approche un petit peu différente et là il faut voir ce que vous avez dans votre région. Et donc effectivement, le cassis c'est un classique de la gémothérapie. On considère que c'est même un adaptogène et qu'on va l'associer avec à peu près tous les bourgeons, puisqu'il aurait la propriété d'augmenter l'efficacité des bourgeons avec lesquels il est associé. Donc c'est vraiment une panacée en gémothérapie. C'est important de préciser parce qu'on ne retrouvera pas cet effet-là. Sous toutes ses propriétés, en tout cas cet effet aussi complet sous d'autres formes. Par exemple, la feuille de cassis a des propriétés anti-inflammatoires, mais qui sont beaucoup plus légères. Dans le bourgeon, on retrouve des antioxydants, par exemple, qu'on va retrouver dans le fruit. Le fruit de cassis est très 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 riche en antioxydants. Le fruit, la petite baie noire, hein, la couleur dit bien le taux d'antioxydants qu'il y a dedans. Là, on le retrouve dans le bourgeon, on le retrouve pas du tout dans la feuille. Donc, on a vraiment
des propriétés C'est ça. Donc intéressantes. Et donc, chaque partie de la plante, en fait, a ses propres ah propriétés oui, qui vont être plus ou moins fortes, on va dire. tout à fait. On va pas avoir la même propriété dans la feuille, la racine, la sève, le fruit, la fleur. Donc en fait, on va retrouver à chaque fois des propriétés différentes en fonction de la partie de la plante qu'on utilise. Et le bourgeon, quelque part, réunit à peu près tout ça. Faut pas exagérer parce que le fruit reste le fruit et à un moment donné, on aura des propriétés qu'on a dans le fruit qu'on n'a pas dans le bourgeon. Mais en tout cas, voilà, ça regroupe pas mal, quoi. Et donc le cassis, en fait, est un anti-inflammatoire. A des propriétés en tout cas comme tel et on considère, on va dire qu'il a des propriétés cortisone-like, ça veut dire que le corps va au contact des molécules du cassis considérer que c'est comme une molécule de cortisone anti-inflammatoire et donc on aura un effet similaire bien que beaucoup moins puissant, on est bien d'accord, hein, mais qui quelque part, quand on t'as pas le shake comme ça de la cortisone, moi je trouve. Hein, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la gémothérapie de cassis que tu me prescris. Parce que au moins ça me rend pas folle, quoi. Voilà. Non, et puis ce qui est intéressant, en fait, le cassis va être intéressant quand vous avez réussi à stabiliser une situation. Donc on va prendre de nouveau les médicaments, les traitements chimiques parce que on est en état de crise, parce qu'il faut absolument stopper la crise inflammatoire. Mais par la suite, une fois qu'on a stabilisé ça, bon on peut essayer de passer au cassis, voir si on n'arrive pas à maintenir les effets anti-inflammatoires, mais sans s'intoxiquer au passage, parce qu'à un moment donné, le rapport bénéfice-risque, il s'inverse quand on commence à avoir trop d'effets secondaires et que quelque part, la réaction qu'on essaye de contrôler est plutôt à l'arrêt. Bon, est-ce que ça vaut encore la peine de s'infliger les effets secondaires? Pas vraiment. C'est ça. Très très bien. Eh bien, merci pour cette réponse très complète sur les corticoïdes. Et pour revenir un peu sur les huiles essentielles, on a eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que sont les huiles essentielles? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est toxique? Comment est-ce qu'on les utilise? Tu nous as déjà dit un peu tout à l'heure avec la Gaulterie couchée pour les courbatures quand on reprend le sport. Que voilà, il faut l'utiliser avec de l'huile d'arnica, ce que je fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur les huiles essentielles? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est toxique? Comment est-ce qu'on les utilise? Et qu'est-ce que c'est l'huile essentielle en fait? Alors l'huile essentielle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un extrait de plante très très concentré. Ce sont les molécules aromatiques des plantes. Donc toutes les plantes ne contiennent pas d'huile essentielle. En général, elles en contiennent, mais parfois à des taux tellement infimes que ça coûterait trop cher d'extraire l'huile essentielle. Mais voilà, donc c'est vraiment les molécules aromatiques qui ont des propriétés thérapeutiques. Alors, il y a beaucoup de polémiques. Je sais pas si c'est des polémiques. Moi, j'ai eu, par exemple, j'ai déjà vu effectivement des articles écrits dans des magazines scientifiques, en tout cas reconnus comme tels, où on avait un monsieur qui expliquait que les huiles essentielles, ça fonctionnait pas. Bon, il y a des études scientifiques et pas qu'une qui démontrent clairement in vivo et in vitro l'efficacité scientifique des huiles essentielles. Donc il y a un lobbying, il faut le dire, contre les huiles essentielles, tout simplement parce que c'est une des formes qui se rapproche probablement le plus de la médecine chimique, on va dire les médicaments conventionnels, et donc ça crée des tensions. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Autant les effets peuvent être très bénéfiques, autant ils peuvent être extrêmement négatifs. On est là sur des extraits qui peuvent être toxiques pour le foie, toxiques pour les reins, toxiques pour le cerveau. Ça veut dire qu'on peut griller son cerveau, on peut tuer ses reins et on peut flinguer son foie. Voilà. Et en général, ce sont des organes. C'est extrêmement puissant, quoi, comme extrait de plante. Tout à fait. Et ça peut toucher des organes qui sont vitaux. C'est-à-dire que là, on parle de choses où effectivement les effets secondaires, ça peut être la mort ou en tout cas un état de vie extrêmement dégradé par un mauvais usage. Donc c'est très important de s'adresser à des personnes
qualifiée. Quand on achète une huile essentielle et que surtout on n'a jamais mis les pieds là-dedans, ou alors on s'achète un livre, c'est en fait un acte responsable. On va acheter un livre de spécialiste qui va pouvoir nous guider, nous orienter pour pas faire d'erreurs, les erreurs souvent de débutants qu'on peut faire, c'est-à-dire se badigeonner avec 25 gouttes sans huile essentielle, sans huile végétale, utiliser ça sur des enfants, des animaux qui sont des populations avec lesquelles on ne doit pas utiliser les huiles essentielles. Donc il y a des règles comme ça qu'il faut apprendre, qu'il faut acquérir. Donc elles sont toxiques, elles sont potentiellement dangereuses si elles sont mal utilisées, et à l'inverse, elles ont des propriétés extrêmement efficaces quand elles sont bien utilisées pour la bonne personne et le bon problème. Je vais prendre un exemple qui est, en fait, je crois que c'est mon huile essentielle préférée. C'est la camomille romaine. Ah, la camomille romaine, j'adore. J'adore la camomille romaine. Non, mais c'est une huile de malade. En fait, déjà, c'est une huile qui a très très peu d'interactions. Alors, les personnes qui doivent pas s'approcher de la camomille romaine sont les personnes qui sont allergiques aux astéracées. Donc, si vous êtes allergique à la marguerite, parce que c'est une astéracée, vous oubliez, ça fait partie de ces plantes-là. Il y a Alors, des gens qui sont, enfin, il y a des allergies à tout, hein. Marguerite, je n'avais jamais entendu. Mais les astéracées, ça reprend la reine des prés, les camomilles. Enfin, c'est une très très grande famille de plantes. Mais effectivement, donc là, c'est une des rares contre-indications. En dehors de ça, c'est une des huiles qu'on va utiliser, par exemple, sur des enfants. Alors avec une certaine précaution, mais ça fait partie des huiles qu'on peut commencer à utiliser avec des enfants à partir de 6 ans. Donc, sachant que la plupart déconseillent en dessous de 6 ans, sauf si vous êtes accompagné par un thérapeute agréé qui va pouvoir manager vraiment. C'est encore possible avant, mais là, je vais pas en parler parce que ça concerne vraiment des choses précises. Ça va traiter c'est une des meilleures anxiolytiques. Alors en fait, la camomille romaine, elle va vous aider à réguler le flot de pensée. On est beaucoup à ruminer. On parlait de stress tout à l'heure. La rumination, je crois que c'est un mal du siècle. Et la camomille va réguler le flot de pensée. Donc, elle va calmer ce côté ressassement. Elle va pas changer la nature de vos idées. Ça, c'est vous qui devez faire un travail là-dessus. Mais elle va permettre un petit peu de lâcher prise, en fait. Et donc, on va avoir, ça va convenir très fort aux personnes qui sont hypersensibles, qui ont tendance à avoir une anxiété chronique. Ça va avoir un effet sédatif, ça a un effet hypnotique, ça a un effet antispasmodique, ça a un effet anti-inflammatoire. Alors du coup, ça va traiter aussi ce qu'on appelle les signaux physiologiques. Donc, je perds le terme parce que je l'utilise pas beaucoup. Moi, je préfère parler de signes physiologiques du stress. Donc les maux de ventre, les eczémas de stress, les démangeaisons, on va pouvoir avoir un effet sur ça aussi avec la camomille. Excellente anti-inflammatoire nerveuse. Donc si vous avez l'inflammation du nerf trijumeau, ça fait très très mal pour ceux qui l'ont eu. C'est une des rares huiles essentielles qui va vous aider. Et alors le nerf sciatique, puisque beaucoup de gens connaissent, donc c'est aussi une huile essentielle qui va aider. Voilà, on est sur un spectre très très large. Elle est moins connue que la lavande. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, elle est un peu plus chère. Mais c'est vraiment une qui vaut la peine d'être découverte. Voilà. J'allais dire, moi, ma préférée, c'est la lavande aspic. Ah oui, voilà. Avec citron pour la diffusion, quoi. C'est pas forcément celle que j'utilise le plus, la lavande aspic. Enfin, j'utilise pour la méditation et puis je l'utilise pour les piqûres, bien sûr. Ouais. Citron, j'utilise beaucoup en ce moment pour la diffusion à la maison, pour l'aspect assainir l'air. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que camomille romaine pour la sciatique, le trijumeau, je ne savais pas. Et pareil avec ma pathologie qui est une pathologie inflammatoire, j'ai la sciatique, comme une petite, quand je dis, une petite mamie de 86 ans qui vit dans mon corps, c'est pas une blague. Et elle a un problème de sciatique. C'est ça. Donc, tu peux y aller. Ça aussi, il va falloir me le mettre pour la prochaine fois que je viens à Bruxelles. C'est une super idée. Donc les huiles essentielles, c'est extrêmement potent. C'est extrêmement efficace et donc effectivement on peut pas se lancer tout seul et surtout ça ne s'utilise pas quand on le met sur le corps sans une huile végétale qui fait comment dirais-je, qui fait embaumement ou qui fait entre guillemets un peu barrière quoi par rapport à la brûlure sur la peau.
C'est ça. D'accord. Alors aussi, comme on est dans une période où justement c'est très à la mode, hein, les produits naturels, on va retrouver sur le marché différentes qualités. Il faut bien noter certaines règles de base. Vos huiles essentielles, il faut qu'elles soient si possible bio. Essayez vraiment, si elle n'est Ouais. pas bio, il faut que la gamme dans laquelle vous l'achetez soit 90, 99 ou 99% en fonction d'où vous êtes dans le monde, biologique. Parce qu'à la limite, ça veut dire que la marque va prêter une attention. Donc si elle n'a pas réussi à avoir du bio à ce niveau-là, elle va quand même faire attention à ce que sa qualité soit de la meilleure qualité non bio possible. Première chose. Deuxièmement, votre huile, elle doit contenir le nom en français ou le nom dans la langue du pays dans lequel vous êtes, et le nom en latin. S'il n'y a pas de nom latin, vous n'achetez pas. Ça veut dire que vous ne savez pas quelle est réellement la plante qui est dedans. Le nom latin, c'est une obligation légale. Sans ça, vous n'avez aucune preuve que s'il est marqué eucalyptus, par exemple, il y a 4-5 variétés différentes d'eucalyptus, vous n'avez pas le nom latin, vous savez pas ce que vous achetez. Donc déjà, une règle aussi à respecter. Et alors, on n'utilise que des huiles essentielles, 100% huile essentielle. Donc on ne va pas acheter d'huile essentielle diluée avec de l'alcool, notamment, ça arrive souvent. Donc méfiez-vous des produits vendus sur les marchés. Ça peut être parfois des producteurs, donc il faut parler avec eux, hein, faut pas les snober. Mais il faut parler avec eux, il faut poser des questions, il faut que la personne maîtrise son sujet. Voilà, c'est un métier et donc on s'improvise pas aromathérapeute ou producteur ou revendeur d'aromathérapie comme ça, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. De toute façon, ça demande se soigner par les plantes. Ça demande d'être actif, ça demande de se renseigner et ça demande de connaître son état de santé, ce qu'on prend comme médicament et ce qu'on cherche comme effet et vraiment de faire ses recherches et de s'adresser à des personnes qui s'y connaissent, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Très bien, très très bien, très très bien. Je vois, il y a plein de messages. Quoi Blanda qui dit je ne connaissais pas la camomille romaine, je vais m'en procurer. Bah écoute, super. Tu nous diras ce que tu en penses. Si tu es à Bruxelles, je t'encourage donc à aller voir Jordania. Sarah qui dit Bocaille est génialissime et Jordania est mon herboriste sûr. Merci pour ce live. Avec plaisir, Sarah. Merci d'être là. Kadiane, je dis déjà merci pour ce live. J'en apprends beaucoup sur l'herboristerie. Je cherche à intégrer petit à petit les bienfaits des plantes dans mon quotidien. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Alors, on en a parlé au début du live. Kadiane, du coup, je te propose en fait de le revoir ce live quand il va être dans mon IGTV et ou dans l'IGTV de Bocaille. Et si tu es en Belgique, je t'encourage à aller voir Jordania. Très très bien. Du coup, on a d'autres questions qui sont un petit peu plus comme voilà, est-ce que quand on utilise une plante, est-ce que on peut faire une réaction allergique à une plante? Ouais, alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Moi, quand on me pose cette question en magasin, je reprends toujours le même terme parce que c'est assez frappant. Je dis, vous pouvez être allergique à une pomme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'allergie qui n'existe pas. Voilà, on peut être allergique à on peut être allergique à la marguerite aussi. Tu nous le disais tout à l'heure. Voilà, et puis il y a même des gens allergiques au soleil et d'autres à la pluie. Et c'est vrai, hein, c'est pas faux, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc si on part sur ce postulat-là, on peut être allergique à tout. Alors, de nouveau, c'est l'autonomie, hein, la connaissance personnelle, la connaissance qu'on a de soi-même. On sait qu'on est allergique. Alors déjà, si vous avez un terrain allergique, il faut un petit peu élargir, comment je vais dire, la recherche. Hein. Parfois, on sait qu'on est allergique à telle ou telle chose, mais en réalité, on n'a pas poussé la recherche à savoir quelle molécule dans telle ou telle chose. Et quand on va travailler avec les plantes, eh bien, on va être confronté à énormément de molécules différentes. Et effectivement, dans certaines plantes, il y a des molécules très allergisantes, notamment les huiles essentielles sont connues pour ça. Hein. Il y a des molécules qui sont très allergisantes. Et donc voilà, en général, c'est noté. Quand ce sont des produits cosmétiques, c'est noté. La législation européenne oblige à indiquer maintenant les ingrédients allergisants. Pour les prises par voie interne, c'est un petit peu moins, c'est moins noté tout simplement parce que
Souvent c'est écrit en tout petit et la réglementation est assez contraignante, on peut pas marquer grand-chose. Alors c'est parfois marqué de manière très générale ou alors trop précise pour être compréhensible. Enfin voilà. Donc ici là il faut de nouveau voir s'adresser avec à votre revendeur en herboristerie, votre thérapeute. Si vous avez un doute, il faut aller poser la question à l'allergologue, puisqu'à ce moment-là, c'est le domaine de l'allergologue de déterminer quelles sont les molécules auxquelles vous pouvez réagir. Voilà. Donc ça, nous on limité. Quand les gens me posent cette question en magasin, je n'ai pas de réponse à leur apporter. Bon, en général, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, certains groupes de plantes sont allergisants. Donc, je pose la question, est-ce que vous êtes allergique aux astéracées? Si la personne me dit oui, je sais déjà qu'il y a une partie des plantes qu'il ne pourra pas consommer. Donc, c'est le métier aussi, notre métier, on a notre part, mais on est souvent limité par la connaissance que la personne a elle-même de ses propres allergies. Très très bien, très très bien. Écoute Jordania, ça y est, ça fait plus de 45 minutes qu'on discute. Voilà. Donc on va devoir s'arrêter là. Est-ce que tu peux nous donner ou nous donner un petit mot de conclusion comme ça par rapport, bah voilà, l'herboristerie, se soigner par les plantes, la santé au naturel, j'ai envie de dire, et puis la vie du quotidien, qu'on ait une pathologie chronique ou pas. Mm. Alors, je pense que sur la pathologie chronique et de façon générale sur l'herboristerie, comme je l'ai un petit peu évoqué, on est dans une période où ça va évoluer, où on va de plus en plus consommer ce type de produits dérivés de plantes. On va revenir en fait à cette logique-là, et c'est important de le faire, hein, vraiment. C'est important que tout le monde se responsabilise, je pense. Donc c'est vraiment on se rendre compte qu'on est responsable de sa santé en amont. Euh, Tomber malade, ça n'arrive pas du jour au lendemain. En général, on a une prédisposition dans notre organisme génétique, mais on va avoir aussi une hygiène de vie, une alimentation qui va renforcer la possibilité de développer certaines pathologies. Donc, la prévention, la connaissance, on vous demande pas de devenir spécialiste, hein, mais de vous intéresser, d'être curieux sur votre santé, sur les conséquences que certaines choses peuvent avoir sur votre santé à moyen, long terme. Ça, c'est vraiment une chose que pour laquelle moi je milite beaucoup. On fait beaucoup d'ateliers. Là, on va en développer de plus en plus justement, et c'est une demande que j'ai croissante. Il nous reste 18 secondes. Ouais, donc vraiment autonomisez-vous, prenez les informations quand vous le pouvez et adressez-vous à des professionnels, faites-leur confiance et qu'on nourrisse tout ça, cet échange global. Merci beaucoup Jordania, merci Et merci à à